Il pilote des projets de plusieurs millions d'euros, coordonne des équipes, assume des responsabilités stratégiques sur des infrastructures destinées à durer des décennies. Mais son histoire ne commence pas là. En 2014, il se classe deuxième de la République au baccalauréat unique, option sciences mathématiques en République de Guinée. Un classement d'excellence qui marque le début d'un parcours à l'international. D'abord en classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénierie au Maroc, puis une formation d'ingénieur à l'Université Polytechnique d'Orléans en France. À première vue, tout semble dessiner le parcours d'un ingénieur brillant. Pourtant, il y a autre chose. En parallèle des chantiers, il est l'auteur de 2 ouvrages, 2 livres écrits avec la volonté de transmettre, d'éclairer et d'accompagner les jeunes dans leur propre quête d'excellence. Ce qui impressionne celui, ce n'est pas seulement l'excellence de son parcours académique, ni le prestige de son parcours professionnel, c'est l'équilibre. L'équilibre entre la technique et la réflexion, entre la réussite et la responsabilité. Du sommet du baccalauréat guinéen au grand projet ferroviaire européen, son parcours est remarquable. Mais ce qu'il est encore plus, c'est la sagesse et l'humilité avec laquelle il continue d'avancer. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement rendez-vous avec un ingénieur brillant, nous partons à la rencontre d'un esprit bâtisseur des structures, mais aussi de conscience. Mesdames et messieurs, souhaitons la bienvenue à Karamoko Diaby. Merci beaucoup pour cette présence. L'interview là pour moi c'est très important. Je pense que tu le sais déjà. Voilà, c'est l'occasion de nous exprimer aussi en tant que boursier, en tant que jeune talent, avec un peu d'expérience par-ci par-là, de véhiculer aussi des messages à nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui sont au pays, et éventuellement envoyer un message aussi aux autorités de notre pays. Voilà, on ne sait jamais, ça peut leur parvenir aujourd'hui, demain, dans un mois ou dans un an, peu importe, mais tant que c'est disponible sur l'internet, comme on le dit, l'internet n'oublie pas. Donc voilà, l'objectif justement de ces interviews-là, c'est un peu ça, et recueillir par-ci par-là les avis, les témoignages des talents guinéens et globalement des talents africains dans ce podcast-là pour servir d'exemple pour les générations à venir, comme on peut le dire. La première chose à faire ici, c'est la présentation de l'invité. Moi, je te connais bien évidemment, mais voilà, il y a des gens qui vont regarder cette vidéo-là qui ne savent pas exactement qui tu es. Donc, tu vas te présenter brièvement. Merci beaucoup, M. Lansini Keita, pour cette invitation. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour l'invitation, mais aussi pour le travail remarquable que vous faites. Un travail qui est salutaire, un travail qui est notable, un travail qui est mémorable, qui consiste, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à mettre en avant ces potentiels, ces talents africains et guinéens. Alors, en ce qui me concerne, je suis Diaby Karamoko, actuellement ingénieur travaux principal en génie civil et ouvrages d'art chez Sozia Île-de-France, filiale du groupe Vinci. Dans ce podcast, généralement, on distingue 2 types de profils. Il y a ceux qui sont issus des familles quand même, on ne va pas dire fortunés, mais quand même qui ont un peu de moyens. Et donc, on les a accompagnés, les parents ont investi. À chaque étape de leurs études, ils étaient quand même suivis. Les parents savaient en fin de compte ce qu'il fallait faire pour aider ces enfants-là à exploiter leur potentiel et à aller de l'avant. Et il y a une deuxième catégorie, comme moi, comme les Maxime Haba, dont les parents ne savaient pas forcément ce que veut dire étudier, parce que voilà, c'est vrai, ils nous ont scolarisés, mais derrière, ils ne savaient pas comment faire pour nous aider, parce qu'eux-mêmes n'ont jamais été à l'école. Et voilà, donc on a dû se débrouiller par-ci par-là pour essayer d'aller jusque-là aujourd'hui. Tu fais partie de quelle catégorie, toi? Bien évidemment, l'objectif n'est pas de dire que ceux dont les parents avaient les moyens n'ont pas fourni d'efforts. Au contraire, tout le monde a fourni beaucoup d'efforts. C'est juste que dans ces 2 catégories-là, il y a un effort. Les parents font des sacrifices, mais les types de sacrifices, c'est pas pareil. Par exemple, pour moi, les parents, ils étaient là pour tout ce qui peut être financier, ou en tout cas à la hauteur de leurs moyens, bien sûr, voilà, parce je suis issu d'une famille, je ne vais pas dire pauvre, mais quand même modeste, où il n'y avait pas de fonctionnaires dans ma famille, on vivait de l'agriculture, mais tout de même, je ne vais pas dire que mes parents m'ont laissé à moi-même, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, oui, il y a le sacrifice partout, les parents fournissent des efforts partout, mais tout de même, il y a une certaine différence
dans ces deux modes de développement de l'enfant? Oui, moi, en ce qui me concerne, je suis plutôt issu d'une famille modeste, une famille où les parents ont plutôt bénéficié d'une éducation religieuse et non, les études profanes. Et j'ai évolué comme ça avec les parents sur une première partie au Sénégal, avant de rejoindre la Guinée auprès d'un oncle qui était commerçant, qui aussi également n'avait pas fait des études scolaires, mais plutôt une étude religieuse. Ouais. En 2014, c'est ça? Oui. Tu as passé le baccalauréat en sciences mathématiques et tu as réalisé l'exploit de te classer 2e de la République. Ça, c'est un exploit extraordinaire, peu importe ce qui a été fait derrière pour t'aider à accomplir ça. Parce qu'il y a des enfants des ministres, on ne les voit pas dans ce genre de classement. Voilà, il y a des enfants des grands directeurs, des grands commerçants. Donc, cela demande quand même un effort de soi. Bien sûr, un accompagnement de la famille, mais beaucoup plus de l'implication de l'élève et puis une prise de conscience. Donc, la première question, donc, c'est comment ce résultat devient possible? Quels sont les ingrédients? Comment tu réalises que tu as le potentiel de faire ça et tu travailles et puis ce résultat arrive? Je pense que s'il y a une chose où on peut être d'accord, où je suis convaincu également que vous, c'est qu'il y a des fondements qui sont essentiels, il y a un socle commun pour tout boursier, pour l'ensemble des boursiers, et je pense que ce qui repose sur un ensemble de traits de caractère, un ensemble d'éléments incontournables pour toute réussite scolaire, et surtout pour être un boursier. Et parmi ça, je peux citer entre autres un travail acharné, une motivation intrinsèque, une organisation millimétrée et méthodique, une persévérance dans tout ce qu'on entreprend, une persévérance opiniâtre, une détermination, une ambition. Et je ne m'exclus pas de ces boursiers-là, j'en fais partie. Et donc je sais que pareillement, c'est à travers l'ensemble de cette organisation, de ces traits de caractère, de ces éléments bien structurés, qu'on arrive à faire de tels exploits. Et lorsque tu apprends ce résultat-là, je sais que si tu as été 2e de la République, c'est que forcément tu savais que tu avais le potentiel d'être très haut dans le classement national. Mais 2e de la République, une bourse garantie, c'est un changement majeur qui arrivait dans ta vie à ce moment-là. Donc forcément, tu as dû ressentir quand même une certaine émotion. Et quelles ont été les émotions que tu as ressenties? Et d'abord, comment tu as appris? Dans quel contexte tu as appris les résultats? Et comment tu t'es senti toi-même? Est-ce que la famille a célébré, les amis? Quelle était l'ambiance globalement autour de ce résultat? Oui, disons que on savait le jour où les résultats allaient sortir. On était d'ailleurs en promenade, on était dans une école, n'était pas la nôtre. Donc du coup, j'étais avec un de mes professeurs de mathématiques parce que souvent on pouvait aller donner des cours pendant les vacances, donc au futur bachelier. Et c'est à cette occasion où les résultats donc avaient commencé à sortir et on me l'a annoncé. C'était une joie immense, c'était l'euphorie, c'était l'allégresse, mais aussi il y avait, je dirais pas une petite déception. Je m'attendais à la première place de la République, mais le fait que je me suis classé 2e, c'était aussi déjà un exploit. Donc que ce soit les enseignants, les professeurs, la famille, tout le monde était plutôt content et satisfait du résultat. La particularité pour toi, ton résultat, c'est que tu as été premier de toute la promotion de 2014, oui, alors que tu as été 2e de ta filière. Est-ce que tu peux nous expliquer cette nuance-là? Oui, en réalité, c'est plus tard que j'ai appris que j'étais en réalité le premier de la République de la promotion 2014. Donc, je parle de ma propre promotion. Le premier de la République m'avait appelé au téléphone une fois que les résultats étaient sortis pour me dire: Karamoko, félicitations, tu as très bien travaillé. Il y avait quelques 0,1 de différence entre nous. Et c'est plus tard que j'apprends que à l'échelle nationale, j'étais le premier de toute ma promotion, parce que très souvent en Guinée, il y a des gens qui reprennent le bac plusieurs fois pour pouvoir bénéficier d'une bourse et aller au Maroc. Donc c'était dans cette configuration qu'on était. Il était déjà à l'université, il a repris le baccalauréat pour être classé à ce niveau-là, et vous vous êtes retrouvé quand même avec 0,1 de différence. D'accord, ça marche. Et il est où actuellement? À ma dernière nouvelle, il était au Maroc, parce que lui aussi, il avait fait les classes préparatoires au Maroc.
Mais depuis lors, je ne sais plus où il se trouve. Mais à ma dernière nouvelle, il était au Maroc. D'accord, ça marche. En tout cas, c'est un exploit pour chacun de vous. Merci. Parce que de toutes les façons, il y a beaucoup de personnes qui faisaient cette pratique-là à l'époque et qui n'arrivaient quand même pas à avoir un tel résultat aussi. Donc, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, à la suite de ce résultat, donc, l'État marocain, conjointement avec l'État, en collaboration avec l'État guinéen, t'octroie une bourse d'études pour le Maroc à la faculté NCAO. Donc, dans un pays comme le Maroc, on peut dire qu'aujourd'hui, le Maroc est beaucoup plus ouvert que dans les années 2014. J'étais là-bas en 2013, 2015 et ainsi de suite. Je sais qu'aujourd'hui, l'ambiance n'est pas pareille. J'ai vu dernièrement un mariage entre un Guinéen et une Marocaine qui était en train d'être célébré sur l'Internet. D'accord. À l'époque, ça c'était accompagné de beaucoup de racisme sur l'Internet. Donc aujourd'hui, si on est à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de progrès. Donc à l'époque, il y avait beaucoup plus de difficultés. Il y a beaucoup d'écoles qui n'arrivaient pas encore à dispenser les cours. En tout cas, beaucoup de profs qui ne dispensaient pas encore des cours en français. D'accord. Donc, on était obligé de s'adapter et ainsi de suite. Donc, j'imagine que tu viens aussi dans cet environnement-là où même si tes profs faisaient tout pour que tu comprennes les cours, mais vu quand même le niveau dans les facultés marocaines et par rapport au baccalauréat que toi tu as passé en Guinée, ça devrait être quand même un certain choc émotionnel. Tu quittes la famille et tout ça, là, le cocon familial. Très généralement, on se retrouve seul en tant que seul Guinéen parmi les Marocains, parfois même seul Africain, quoi. Donc, tout ça, c'est très difficile pour un jeune. À l'époque, tu devrais être dans les 17, 18 ans, généralement, c'est comme ça. Quels ont été alors les grands défis auxquels tu as été confronté et que tu as dû surmonter pour grandir et devenir la personne que tu es aujourd'hui? Oui, mon passage au Maroc, c'était une très belle expérience, une expérience enrichissante et que je ne regrette pas. Certes, oui, c'était la première fois qu'on se retrouve dans un pays étranger où voilà, on est très loin des parents, de la famille, surtout en classe préparatoire, voilà, comme vous le savez, où ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, où on découvre réellement les vraies mathématiques, les algèbres, les mécaniques, où il y a beaucoup de théories, donc qui demandent vraiment beaucoup de travail. Mais disons qu'au Maroc, il y a quand même une très grande, forte communauté guinéenne. Et aussi, il y a pas mal de structures, notamment la SEGIM, qui accueille les étudiants donc guinéens, donc les boursiers, pour les faciliter l'intégration, voilà, l'arrivée vers leur ville, leur destination, mais aussi un peu tout ce qui est démarches administratives et autres. Donc, certes, les classes préparatoires, ça demandait beaucoup de travail, mais vous savez, un travail qu'on a déjà commencé, il faut toujours le poursuivre. Et en étant aussi boursier de l'État guinéen, donc c'est l'image de la Guinée qu'on incarne. Et justement, donc au Maroc, il fallait travailler aussi dur, il fallait travailler pour incarner, pour montrer que notre pays aussi a du potentiel. Et justement, c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours donné le maximum de moi pour non seulement avoir des résultats avec brio, mais aussi être parmi les majors. D'accord. Mais socialement tout de même, quels ont été les défis? Est-ce qu'il y avait quelques difficultés par-ci, par-là, dans la vie sociale, dans la vie Vous étiez à l'internat ou pas? Non, on n'était pas à l'internat. En fait, il y avait des possibilités d'avoir l'internat, mais nous, on avait plutôt préféré prendre une colocation, voilà, entre amis. J'étais par exemple avec Abdoulaye Bari, que vous connaissez bien, oui, qui est actuellement médecin, docteur. On a vécu ensemble, mais aussi avec d'autres amis. On pouvait prendre un appartement qu'on partageait tous ensemble. Après, en termes de difficultés, de défis, bon, avec le travail, problèmes de bourse, par exemple. Oui, certes, on pouvait avoir les problèmes de bourse, les retards au niveau des problèmes de bourse et tout ça. Et ça, c'est monnaie courante. Et je pense que actuellement, la situation s'est un peu améliorée. Mais oui, on pouvait recevoir nos bourses à la fin de l'année. Mais par contre, l'État marocain était un peu plus régulier et à jour. Donc, cela, combiné avec un peu la famille qui pouvait dépanner de temps en temps, permettait de surmonter un peu les épreuves. D'accord, voilà. Ça marche. Toi, tu es très honnête quand même parce que généralement, il y a des gens qui essayent d'exagérer en fait les difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Et je pense qu'être honnête, ça donne de l'espoir aussi à ceux qui sont derrière. Parce qu'il y a des gens, parfois, quand ils réussissent, ils éliminent carrément le facteur chance. Oui. C'est-à-dire que
Ils ont eu quelques moments des coups de pouce de certaines personnes. Dieu les a facilité certains passages, mais ils vont essayer de parler comme s'ils ont dû fournir un effort incommensurable pour franchir chaque étape de leur vie. Et ça n'encourage pas ceux qui sont aujourd'hui en bas de l'échelle à essayer de grimper l'échelle aussi à leur tour. Parce qu'ils vont se dire, s'il a dû travailler autant, s'il a souffert autant, est-ce que moi je peux affronter une telle souffrance et m'en sortir? Oui. Donc, dès lors que tu as vécu une expérience positive, cela n'enlève absolument rien au succès et surtout à l'effort que tu as fourni. Mais ça permet à quelqu'un d'autre aussi de se dire, si je travaille avec discipline comme cette personne, j'ai aussi peut-être éventuellement une possibilité d'aller de l'avant. Et il y a Doumbouya justement qui a dit dans son interview que si lui, il a pu s'en sortir au Maroc, que personne ne décourage un boursier pour dire que ça va être impossible. Tu vois, parce que je me souviens que quand nous on partait, au ministère, il y a un responsable qui nous a dit que si tu n'as pas 1000 euros ou 1000 dollars, j'ai oublié entre les deux monnaies, c'était dans quelle monnaie il avait dit exactement, mais il a dit si tu n'as pas 1000 euros, que c'est pas la peine de partir. Tu t'imagines? Oui. Moi, je n'avais que, je crois, 250 dollars ou euros, dollars. Alors que dans notre promo, il y a des gens même qui n'avaient pas ça. Bah, bien sûr, bien sûr. Tu vois, moi j'avais ça parce que mon grand frère, il avait vendu un terrain. Je pense que tu as vu un peu l'histoire dans l'interview avec Doumbouya. Tu vois, donc le reste de l'argent là, on avait converti ça et j'avais ça avec moi. Mais il y a des amis qui n'avaient pas ça. Bien sûr. Donc un monsieur comme ça, qui pense, en tout cas, qui nous disait qu'il avait de l'expérience dans ce domaine-là, vient nous dire une nouvelle aussi triste. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça décourage. Il y a des gens, s'ils ont des parents qui n'ont absolument rien, qui ne peuvent rien faire pour eux, et n'ont pas suffisamment de confiance en eux-mêmes, peuvent facilement renoncer à la bourse. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc, alors que c'est une erreur, c'est une erreur. En tout cas, il faut retenir que le Maroc est un pays d'inspiration, voilà, un modèle dont l'Afrique doit s'en inspirer. Parce que honnêtement, quand je suis passé au Maroc, j'ai vu un peu les infrastructures qu'ils ont, les équipements, les établissements. Comparé à d'où l'on vient, on se rend compte qu'il y a du travail à faire. On espère que, comme ils ont commencé là, parce que j'ai vu qu'ils ont commencé à dégager les routes, justement, tu as du domaine, on va aborder des sujets relatifs à ça. Mais je pense que ça augure quand même une certaine lueur d'espoir pour l'avenir. Donc, on verra. Après seulement 2 années au Maroc, tu quittes le Maroc pour rejoindre la France. Est-ce que tu es passé par Campus France ou alors tu as eu une bourse, donc un échange entre ton école et puis une école française? Comment tu es arrivé ici? Oui, au cours de ma 2e année de classe préparatoire, je me prépare pour rejoindre la France parce qu'en fait, depuis très petit, c'était mon rêve de venir faire les études supérieures en France et mon passage au Maroc était aussi un ingrédient qui vient un peu enjoliver voilà, donc ce parcours scolaire. Et justement, donc, du coup, je me prépare à postuler pour les grandes écoles en France, notamment voilà, tout ce qui est réseau polytech, les ENSA et autres, et via Campus France. Voilà, donc c'était pas à travers une bourse. Donc j'ai renoncé à la bourse que j'avais au Maroc pour venir poursuivre les études supérieures en France avec mes propres moyens. Il y a beaucoup d'étudiants guinéens qui font la même démarche que toi. Sauf que ces gens-là finissent d'abord leur licence au Maroc. Il y en a qui finissent l'université au Maroc, qui font la double diplomation, comme c'est le cas par exemple de Emmanuel Farah Kadouno, qui a fait une double diplomation en passant par l'EHTP. Mais toi, juste après les classes prépa, tu viens en France. Qu'est-ce qui a motivé ça? Est-ce que le système éducatif marocain ne te rassurait pas ou bien qu'est-ce qui a motivé cette démarche? Oui, bon, justement, je sais que, comme vous le savez, ou comme tu le sais à l'enseigner, on va y arriver. En fait, disons que le Maroc, le système éducatif est de taille. Voilà, donc ils ont une très belle formation, une formation solide. Mais lorsqu'on compare le Maroc à la France, on sait que la France est bien avant. Le diplôme français a beaucoup plus de valeur. C'est un diplôme reconnu à l'international. Et justement, je me suis dit que juste passer les classes préparatoires au Maroc et respecter mon projet d'études, quand même, qui était un rêve de venir passer le cycle ingénieur en France, serait aussi un atout pour moi. Et ça me permettrait de respecter scrupuleusement l'objectif que je m'étais fixé.
Raison pour laquelle, dès que j'étais en deuxième année de classe préparatoire, je n'ai pas hésité à postuler pour venir faire les études, donc le cycle ingénieur en France. D'accord. Et tu as étudié à l'Université Polytechnique de Orléans, c'est ça? C'est ça, oui, l'école Polytechnique d'Orléans. Oui. D'accord. En Guinée, tous ceux qui font les sciences mathématiques, à l'époque, avaient pour rêve justement de faire le génie civil. Mais on n'avait pas les mêmes motivations. Moi, par exemple, je voulais faire d'abord génie civil, mais le jour des affectations en Guinée, j'ai coché plutôt l'architecture. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Parce que moi, justement, je ne savais pas exactement c'était quoi les débouchés de ces filières-là. Toi, tu es passé par le Maroc, donc tu savais un peu qu'est-ce qui t'attendait devant. Il y avait l'informatique, il y avait génie civil, électrique et tout ça, mais tu as choisi quand même génie civil. Quelles étaient tes vraies motivations? Pourquoi tu es passionné par ce domaine-là? C'est une très belle question, le génie civil. En fait, disons que l'ENSA Douzda, à la base, est une école d'ingénieurs qui est très reconnue au Maroc pour la qualité de sa formation en génie civil. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent justement à l'ENSA Douzda pour juste en fait cette spécialisation en génie civil. Et une fois que vous finissez les classes préparatoires, donc du coup vous avez maintenant le choix en cycle ingénieur, suivant ce panel de possibilités que vous avez, de choisir un peu la filière que vous voulez. Donc entre génie civil, génie industriel, génie électrique, les réseaux et télécoms et autres. Donc moi, en deuxième année de classe préparatoire, je commence donc à réfléchir à qu'est-ce que je vais choisir. Bon, déjà je sais que ma première année était une excellente année qui s'est très bien passée et que la deuxième année aussi s'annonçait plutôt prometteuse. Donc du coup, je savais que je pouvais avoir mon premier choix. Voilà, parce que lorsque vous êtes parmi les majors, vous avez votre premier choix. Donc du coup, ça fait qu'un peu en classe préparatoire, ça se bouscule pour pouvoir être parmi les meilleurs et comme ça, on a le premier choix en cycle ingénieur. Et donc du coup, en deuxième année, j'ai commencé à réfléchir sur les filières, les débouchés et qu'est-ce qui pourrait me passionner. Et justement, voilà, donc de manière fortuite, je croise un de mes professeurs pour qui j'ai beaucoup d'estime, un professeur de mécanique des fluides et des solides, à qui je pose la question, je lui dis, cher monsieur, qu'est-ce que vous me conseillez en cycle ingénieur? Et sa réponse, avec une parabole en forme de métaphore, il me dit que le génie civil, c'est comme de la farine. Ça m'a touché, pas besoin d'avancer, juste lorsqu'on prend du recul, on médite sur ce qu'il a dit, on comprend effectivement que le génie civil c'est comme de la farine. En fait, au même titre que la farine en a besoin depuis l'ère de l'Antiquité jusqu'à nos jours, on l'utilise pour plusieurs besoins alimentaires et autres, le génie civil c'est exactement la même chose. La société ne peut fonctionner sans le génie civil. Il nous faut le génie civil pour construire les ports, les aéroports, les infrastructures, les logements sociaux, même les écoles où on part étudier, il faut le génie civil. Donc du coup, pour se déplacer aussi, il faut le génie civil. Donc du coup, ça montre que le génie civil, c'est un métier d'avenir. C'est un métier qui a du potentiel. C'est un métier dont on aura toujours besoin pour les constructions neuves, pour les réhabilitations, mais également aussi pour tout ce qui est maintenance et entretien. J'ai approfondi encore quelques recherches et suite à ça, j'ai écouté mon cœur et je me suis dit, pourquoi pas le génie civil? Et je l'ai choisi et je ne le regrette pas. D'accord. Et ton histoire me rappelle un peu mon histoire aussi d'orientation en sciences mathématiques. Après le brevet, j'ai demandé à mon prof de chimie, qui est mon ami intime jusqu'aujourd'hui. Donc il m'a dit que tu peux t'orienter toi en sciences sociales, en sciences expérimentales, tout comme en sciences mathématiques. Ouais. Parce que j'étais quand même un peu à l'aise dans toutes ces matières-là. Français et tout ce qui était en tout cas disponible comme matière en 10e année, j'arrivais à m'en sortir. Donc quand il me dit ça, après il ajoute que mais je veux que tu ailles en sciences mathématiques parce que je sais qu'en sciences mathématiques, ça va être plus facile pour toi d'avoir la bourse. Je ne savais même pas c'était quoi la bourse à ce moment-là. C'est la première fois que j'ai entendu bourse. Mais je me suis affecté en sciences mathématiques comme ça et en fin de compte, il a eu raison. Ça n'a pas été facile, je ne veux pas dire que ça a été facile, mais quand même, si j'ai pu avoir la bourse, c'est que voilà, il avait tout à fait raison. Bien sûr. Merci à ce éminent monsieur et un sage. Parce que très souvent, c'est très bien parce que les gens pensent souvent que voilà, sa petite tête, c'est bien, voilà, je vais prendre une fille. Non, mais il faut réfléchir. Je me souviens qu'à l'EMI, quand je suis parti, j'ai choisi génie informatique parce que je voulais étudier à l'EMI. Contrairement à toi, par exemple,
Et déjà, c'est très rare, félicitations, c'est très rare de voir un Guinéen qui me dit j'ai été en classe prépa et la première année s'est très bien passée. Oui. Ça, c'est pas tout le temps qu'on dit ça. En classe préparatoire, si la première année s'est très bien passée, c'est que tu es un génie, comme on le dit souvent. Donc, c'est bien. Pour moi, la première année ne s'est pas très... Surtout, en tout cas, les premières évaluations de la première année n'ont pas été très bien. Voilà. On est arrivé, on s'est retrouvé avec tout de suite des 0,3 en mathématiques. Parce qu'on est parti déjà, ils avaient passé 1 mois et quelques. En classe prépa, imagine 1 mois, c'est des chapitres qui sont passés. Donc, on fait des évaluations. Moi, je prends les raisonnements du terminal, je viens les pointer là-bas, mon frère. Le prof vient mettre les barres sur le main, il met les 0,0. C'est vrai. Je dis, ça, c'est sûr. Donc, pourtant, à l'époque, moi, j'avais eu la meilleure note en mathématiques pour toute notre promo. J'avais eu 20 sur 20 en mathématiques. Tu t'imagines, tu quittes des 20 sur 20, tu viens tomber sur 0,3. Ça, c'est traumatisant. C'est démoralisant, tu vois. Donc, et moi, j'avais choisi justement l'EMI. Parce que dès mon arrivée, on m'avait parlé de l'EMI. On m'a parlé de l'EMI et de l'HTP. Et moi, j'ai dit que je vais étudier à l'EMI. Quand on m'a expliqué l'EMI, j'ai dit que c'est là-bas que moi, je vais étudier. J'avoue qu'en classe prépa, quand je disais ça au début, il y a surtout un Marocain en particulier qui se moquait beaucoup de moi. Il me dit, Keita, tu sais que tu vas compétir avec des centaines d'écoles comme notre école là. Tu n'arrives même pas à bien te classer dans notre école là. Et puis tu penses que tu vas intégrer l'EMI. L'EMI, c'est pour les gens qui vont se classer dans les meilleurs. Je lui ai dit que tu vas me voir à l'EMI. Et au concours, je l'ai dépassé justement. Tu vois. Donc, j'ai eu l'EMI. Mais je ne pouvais pas avoir génie civil à l'EMI. Parce que c'était ça mon objectif. Mais j'ai choisi l'informatique. Donc, quand je suis parti, je suis parti à la direction pour essayer de changer. Parce qu'il y a des gens qui choisissent des grandes écoles, mais après viennent en France et libèrent donc des places. Donc je voulais profiter de ça pour essayer d'aller en génie civil. Et il y a le directeur de l'EMI qui m'a dit, moi je te mets au défi de travailler et de te concentrer sur le génie informatique. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? En génie informatique, classe préparatoire, vous ne voyez pas vraiment un génie informatique, mais vous pensez que vous voyez l'informatique. Donc, vous n'arrivez pas à cultiver l'amour de l'informatique. Mais ici, ce que tu vas découvrir, ce n'est pas l'informatique de classe préparatoire. C'est vrai informatique et tu vas être passionné par ça. C'est comme ça qu'il m'a répondu. Il m'a dit, je te mets au défi de passer 2 années dans ce domaine-là et tu viendras m'en parler. Et je ne regrette pas. Je pense que j'ai fait le meilleur choix à ce moment-là, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Oui, bien sûr. Si j'avais fait le génie civil au Maroc, il y avait 2 possibilités. Soit j'étais majourant et j'arrivais donc à avoir une bourse ici, comme ce fut le cas de mon meilleur ami par exemple, qui est là aujourd'hui, il est burkinabé. Ou alors je finissais au Maroc, je prenais un petit boulot dans un bureau d'études, et puis après, je venais ici après des années d'esclavage là-bas, parce que lui, il a fini 2e de génie civil de l'EMI, et il travaillait sans contrat officiel dans une entreprise qui lui payait à peine, je crois, 7000 dirhams à l'époque. Tu vois, donc c'est de la manipulation et de l'exploitation. Bien sûr. Donc pour des gens qui ont eu les meilleures notes aussi au concours d'entrée à l'EMI, au CNC, ainsi de suite, finir comme ça, c'est pas voilà. Donc alors qu'en génie informatique, franchement, on était tous pris, et moi particulièrement, j'ai eu la chance de me retrouver dans un domaine quand même qui a un fort potentiel, le paiement, et donc aujourd'hui la monétique. Ça fait partie justement de ces domaines. Des métiers d'avenir aussi, voilà. Qui ont des potentiels. Au Maroc comme en France, tu n'étais pas sur toi, c'est évident, même si les parents t'ont appuyé un peu financièrement, mais je suppose que quand tu es venu ici, tu as découvert un nouveau monde ici aussi, et ça a dû être un peu difficile, notamment au niveau des études, des lignes de tram. Tu arrives à la station, tu te demandes est-ce que je dois aller par là. Parfois tu vois une flèche comme ça et puis tu dois aller comme ça. Moi au début je ne comprenais rien. Donc est-ce que tu as justement été confronté à des difficultés comme ça, que ce soit logistique, au niveau des études, peut-être la cherté du coût de la vie aussi? Je pense que la plus grande difficulté pour les étudiants étrangers en France, c'est lié à un problème de financement. Parce que comme voilà, tu le sais déjà, faire venir de l'argent depuis le pays pour la France demande beaucoup d'investissement et des sommes qui sont énormes, voilà, donc qui fait que c'est pas très évident pour les parents, et même nous en tant qu'étudiants, voilà, on ne souhaite pas mettre toute cette charge, toute cette peine là sur l'épaule des parents. Et justement, donc moi, voilà, lorsque j'étais en France, il fallait donc faire tout mon possible pour trouver un job le week-end qui me permettait donc de m'autofinancer et sans demander rien du tout à la famille.
Donc c'était un défi, c'était un challenge, pouvoir payer le loyer, payer un peu tout ce qui est fourniture, donc les transports, l'alimentation et tout ça. Mais j'ai réussi à trouver un job étudiant, donc que je faisais en même temps que le cycle ingénieur. Après, en termes d'études, ça va, une fois que vous passez par les classes préparatoires au Maroc, je pense que vous êtes bien forgé, vous êtes bien endigué, qui fait que les études d'ingénieur en France ne vous causeront pas grand souci. Honnêtement, je ne sais pas comment fonctionnent les jobs étudiants parce que je n'ai jamais pris et je n'ai pas fait mes études en France ici. J'aimerais bien comprendre. Toi, tu fais un cycle d'ingénieur, ce qui veut dire que tu vas à l'école chaque jour, n'est-ce pas? Oui. 5 jours par semaine. Oui. Donc, tu n'as que le week-end, samedi, dimanche pour toi. Oui. À quel moment tu vas travailler et à quel moment tu vas étudier et surtout tu révises à la maison? Justement, ça demande une organisation millimétrée, méthodique. Privilégier les choses, donc savoir quelles sont vos priorités. En fait, moi, je travaillais souvent les samedis et parfois un dimanche sur 2 ou sur 3. Donc, du coup, je ne faisais pas beaucoup d'horaires. Je faisais environ 20h, 22h, moins de 30 heures. Donc, je ne travaille pas beaucoup. Je travaille juste le minimum pour pouvoir gagner un petit 600, 700 ou 800 euros qui permet donc de payer le loyer et puis de payer l'alimentation et puis les besoins du quotidien. Et justement, en école d'ingénieur aussi, on a la possibilité souvent d'avoir un après-midi dans la semaine où il n'y a pas de cours, donc on vous laisse, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et moi, je le mettais à profit pour aller à la bibliothèque, notamment au centre des langues de l'université, pour essayer de travailler un volet sur lequel je pense qu'on aura l'occasion de venir, qui est le TOEIC. Parce que vous savez, en France, pour être diplômé, il faut avoir le TOEIC. De nos jours, il faut 785 comme score au TOEIC pour pouvoir valider votre diplôme d'ingénieur. Si vous ne l'avez pas, vous n'aurez pas le diplôme. Et après donc le cycle ingénieur, vous aurez 2 ans, si je ne me trompe pas, ou 1 an, je ne me souviens plus, pouvoir obtenir votre TOEIC. Si vous ne l'avez pas, votre diplôme, c'est fini, c'est annulé. Donc je l'appelle la bête noire, donc le TOEIC, surtout pour les étudiants francophones et surtout aussi même pour les autochtones. Même en France, à cause, c'est un grand défi pour pas mal d'étudiants. Donc du coup, moi, on avait déjà quelques bases en anglais, mais l'anglais du TOEIC, c'est encore un niveau supérieur parce que ça demande de travailler 2 volets, le reading et le listening. Donc il faut être aussi fast and focus, il faut être rapide et bien concentré pour ne pas louper les points. Mais je me suis fait mon chemin, ma méthode de travail et ça a bien porté ses fruits. Et d'ailleurs, une petite anecdote, je sais qu'il y a aussi un jeune Sénégalais, plus d'autres jeunes Guinéens et tout ça, qui était dans la même école que moi, Polytechnique. Donc nous, on était un peu la promotion, disons un peu les anciens. Et notre prof d'anglais les a orientés vers moi. Ils ont dit, allez-y demander à Karamoko, il va vous donner son secret. Et justement, lui aussi, il avait beaucoup de mal à valider le TOEIC. Mais lorsque je lui ai expliqué un peu les techniques, les méthodes et tout, il a réussi à valider son TOEIC aussi. Il y a souvent cette histoire-là que je rencontre avec les boursiers guinéens. C'est que très souvent, quand même, quand quelqu'un se classe dans le top 3, 5 en Guinée, souvent ils arrivent à confirmer peu importe où ils partent et ça c'est très bien, très bien et surtout ça donne de l'espoir par rapport à tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui au niveau de notre pays. Ils sont en train d'essayer un peu de changer les choses, donc on va avoir éventuellement des infrastructures, on va construire des écoles de niveau. Je vois des docteurs qui sont en train de rentrer, ça c'est très bien. Donc nos universités seront très bien formés, nos universitaires seront très bien formés parce qu'ils vont être formés par des gens qui sont venus en France, ont étudié dans les grandes écoles françaises. Il y a Delamou par exemple qui j'espère va rentrer, donc il donnait des cours au Maroc. Il y a la dame là, Aïssatou Bailo Diallo, je ne sais pas si tu as vu son interview, qui est aujourd'hui en train d'enseigner à Gamal. Donc ça c'est des choses positives. Donc quand on voit toutes ces choses là, on se dit que voilà, le potentiel de la diaspora, si on arrive à attirer ça au pays, franchement, il n'y a rien qui puisse nous empêcher de faire des grands pas vers un avenir plus radieux. Bien sûr. Félicitations encore une fois pour avoir honoré le pays. J'espère que tu vas faire beaucoup
plus que ça, parce que tout ce que tu as fait pour le moment, c'est beaucoup plus pour ton accomplissement personnel, sauf que derrière, il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Bien sûr, tu c'est appartiens à ton pays, donc il faut venir servir le pays. C'est l'objectif. Bien sûr, je fais partie dedans. Je ne suis pas un hypocrite qui va Oui. te dire de faire quelque chose que moi-même, je n'ai pas envie de faire. Je sais que vous vous excluez pas.